Des incidents ont éclaté ce vendredi lors d'une manifestation antigouvernementale organisée à l'occasion des 26 ans du massacre de la Ruelle Vaillant. Une branche de la manifestation, qui avait pris la direction de l'ambassade des États-Unis en Haïti dans le quartier de Tabar, où les protestateurs avaient érigé des barricades de pneus enflammés, a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Signalons qu'un important dispositif de sécurité avait été déployé aux abords de l'ambassade où le périmètre avait été encerclé par des policiers et des agents de sécurité affectés à cette ambassade. L'autre branche de la manifestation s'était rendue, elle, à la Ruelle Vaillant, plus précisément à l'École nationale Argentine Bellegarde où des dirigeants de la famille Lavalas avaient salué la mémoire des victimes des élections du 29 novembre 1987. Ils sont partis de Saint-Jean-Bosco en compagnie de quelques dizaines de sympathisants pour se rendre à la Ruelle Vaillant. Escortés par des agents du CIMO et au son des raras, les manifestants ont longé l'autoroute de Delma, bifurqué au niveau de Delma 32, poursuivis jusqu'à Bourdon pour ensuite se retrouver devant l'École nationale Argentine Bellegarde, théâtre en 1987 de la tragédie baptisée Massacre de la Ruelle Vaillant. Avant de déposer la gerbe de fleurs pour saluer la mémoire des victimes, la coordonnatrice de famille Lavalas s'est adressée à son public. Dans son message, Maryse Narcisse a dressé une liste de nouvelles victimes qu'elle a comparées à celles de 1987 et pour lesquelles elle réclame justice. Nous, tout haïtiens, c'est victimes. Victimes 26 avril 86, tabou victime 29 novembre 87. Nous dit, si pas de coup d'État, si pas de coup d'État kidnapping 2004 là, on t'a toutes victimes, on t'a déjà joué une justice. Aujourd'hui, Maryse Narcisse dit percevoir des similitudes entre l'actuel pouvoir en place et le gouvernement de 1987, responsable du massacre de la Ruelle Vaillant. Selon la coordonnatrice de famille Lavalas, le refus exprimé par l'exécutif d'organiser des élections peut être rapproché avec le comportement des dirigeants de 87. Maryse Narcisse appelle ses partisans à rester mobilisés. Pour nous pas arriver dans l'autre Ruelle Vaillant, nous mettons tout le peuple en tête nous ensemble pour nous déboucher sur une délivrance démocratique. Cette manifestation qui s'est déroulée sans incident majeur a duré environ 3 heures avant de prendre fin au Champ de Mars sur la place des Salines. Sur le parcours, on a pu reconnaître le sénateur John-Joël Joseph du MOPAM, le leader du MONOP André Fado et le porte-parole du FOPARC Timothée Roni. C'étaient les seuls protagonistes des précédentes manifestations qui étaient présents. Un déjeuner-débat autour de la commémoration de la date du 29 novembre s'est tenu ce vendredi au Palais National à l'initiative du président de la République Michel Martelly. Plusieurs personnalités très connues ont pris part à cette activité, notamment le professeur Gérard Gourgue, les anciens généraux Prosper Avril, Erard Abraham, ainsi que Jacques Sampeur et Victor Benoît. Lors de son intervention, le chef de l'État haïtien a fait remarquer que c'était un devoir de mémoire pour lui, le fait d'avoir invité en ce jour mémorable certains acteurs qui ont vécu cet événement sanglant. Ce vendredi 29 novembre 2013 ramène donc le 26e anniversaire du massacre de la Ruelle Vaillant au local de l'École nationale Argentine Bellegarde. Au moins 20 citoyens qui s'apprêtaient à remplir leurs devoirs civiques furent tués par des inconnus armés surnommés Brassards Rouges et qui bénéficiaient du soutien des forces armées d'Haïti. Rappelons que le pays était à l'époque dirigé par le Conseil national du gouvernement présidé par le général Henri Namphy. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, a lancé un appel au calme à tous les Haïtiens. Le chancelier a fait remarquer que les manifestations, souvent violentes, qui se sont succédées ces derniers jours, pourraient décourager les investisseurs à venir s'installer dans le pays. La loi électorale a été votée mercredi par la Chambre basse du Parlement haïtien. Les députés ont approuvé toutes les modifications apportées dans le document par les sénateurs. Le président de la commission d'analyse de la loi électorale, Danton Léger, s'est réjoui que la soixantaine de députés présents lors de cette séance ait approuvé le projet de loi. Il revient maintenant au chef de l'État de revêtir le document du sceau de la République, a expliqué M. Léger, faisant allusion à la publication dans le journal officiel Le Moniteur.
Dans le même temps, les députés ont rejeté les objections du chef de l'État à propos de la loi sur les partis politiques. Le président de la Chambre des députés presse le chef de l'État de publier dans le meilleur délai ces deux législations qui sont indispensables pour l'organisation des élections. 30 migrants haïtiens sont morts lors du naufrage de leur voilier au large des côtes de l'archipel des Bahamas. C'est ce qu'ont annoncé mardi les gardes-côtes américains. 110 autres personnes qui se trouvaient à bord ont pu être secourues. Des passagers s'accrochaient à la coque de leur voilier de 12 mètres lorsque les secours sont arrivés sur place lundi soir. Au cours des derniers mois, plusieurs naufrages de voiliers ont été rapportés par les gardes-côtes américains. Les autorités haïtiennes, en la personne du directeur de l'Office national de la migration, Stern Lolo, dit constater une augmentation des voyages clandestins dans certaines régions, dont le nord-ouest. Très souvent, des réfugiés secourus en mer sont rapatriés par les gardes-côtes américains. La présidence haïtienne annonce dans un communiqué être attristée par la disparition, le lundi 25 novembre, d'une trentaine de compatriotes suite au naufrage de leur voilier au large des côtes de Staniel Cay, dans l'archipel des Bahamas. Selon ce communiqué, le chef de l'État, profondément affecté par ce drame, présente ses sympathies aux familles des victimes. Il en profite pour déconseiller aux citoyens de s'aventurer en haute mer dans des embarcations de fortune. La réunion du bureau de la CARICOM mardi à Trinidad et Tobago a débouché sur une condamnation ferme de la République dominicaine et de la sentence TC 0168-13 adoptée par le tribunal constitutionnel de ce pays le 23 septembre dernier. La CARICOM a également décidé de geler la demande d'adhésion de la République voisine, une condamnation qualifiée de succès par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, qui a insisté ce mercredi sur le bien fondé de la stratégie choisie par les autorités d'isoler la République dominicaine sur le plan diplomatique. La République dominicaine a annoncé ce jeudi avoir rappelé son ambassadeur en Haïti pour consultation suite au rôle de Port-au-Prince dans la suspension du processus d'adhésion de la République dominicaine à la communauté des Caraïbes, la CARICOM. Selon un communiqué du ministère dominicain des Affaires étrangères, l'ambassadeur sera consulté pour que la situation actuelle soit traitée avec toute l'attention méritée. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Francisco René, a été finalement révoqué sous la pression des avocats. Selon un communiqué du ministère de la Justice, l'ancien chef du parquet a été nommé chargé de mission aux affaires judiciaires. Il a été remplacé par maître Darius Clerson-Charles. Rappelons que cette décision a été prise au lendemain d'une rencontre entre des membres du barreau de Port-au-Prince et du ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon. Au lendemain de la révocation de maître Francisco René à la tête du parquet, les avocats réunis en assemblée extraordinaire ont pris la décision de lever la grève entamée depuis plusieurs semaines. Le bâtonnier, maître Carlos Hercule, a salué la mise à pied de l'ancien commissaire du gouvernement. Il annonce que les avocats vont se mettre au travail afin de traiter les dossiers en souffrance. Nous allons devoir continuer à vivre comme par le passé avec les magistrats, c'est-à-dire les juges et les commissaires du gouvernement, dans le respect mutuel. Nous allons continuer à prendre la parole avec décence, modération, parce que nous devons avoir du respect pour les magistrats, de même que les magistrats doivent nous retourner l'ascenseur. La bonne harmonie doit continuer. Aujourd'hui, nous allons demander au commissaire AI de bien vouloir nous débarrasser des imposteurs qui ont envahi l'espace. Je vais demander aux membres du Conseil et particulièrement aux responsables d'assistance légale et de stage de prendre contact avec les chefs de juridiction pour mettre en place une cellule d'urgence que vous avez certainement rejetée pour évacuer le plus de cas possible
avant le 1er janvier 2014, une façon pour nous de signifier à ceux-là qui nous ont critiqués que nous sommes du côté de la justice, nous sommes des auxiliaires de la justice et nous entendons apporter notre pierre, notre contribution dans l'édification de cet état de droit. L'état de droit, c'est nous qui le faisons. Maître Patrick Laurent juge que l'accord intervenu mercredi entre le barreau et le ministère de la Justice est une grande victoire pour les justiciables. L'avocat estime que les institutions qui ont trouvé une solution dans le dialogue sont toutes les deux gagnantes. Il insiste sur la nécessité pour qu'il y ait une bonne communication entre le ministère de la Justice, la magistrature et le barreau pour aplanir les problèmes. Les différentes clauses de communiqué conjoint ça, moi il y a grève là levé, il a transféré ou bien il a prévoqué le commissaire Francisco et ensuite bah ensemble on a transféré comme chargé de mission au niveau de direction des affaires judiciaires et ensuite le troisième point c'est bah et ministère de la Justice prend des dispositions, prend des engagements si vous voulez pour passer plusieurs dossiers avant 1er janvier 2014 pour que les gens qui sont en prison, qui sont en situation de détention préventive prolongée, soient capables d'un sort juridique qui fait est-ce qu'il y a condamné, est-ce qu'il y a plagué. Je pense que c'est un bon bagage, à mon avis, puisque c'est institution, c'est acteurs qui sont ensemble pour joindre une solution et laisser me penser à l'avenir que nous sommes capables qui genre pour nous gérer des conflits éventuels qui sont capables de vivre. Toutes les fois, c'est l'institution qui a réponse. Pour moi, je pense que c'est une bonne. Est-ce que ça ne va pas créer de mauvais précédents? Bon, et je pense que tout simplement, il faut que les responsables, les dirigeants, mettent des courroies de transmission, des courroies de communication pour ne pas revivre ces genres de situations ensemble. Ça veut dire que nous avons des intérêts divergents, nous avons des idées nous pas toujours bien matchées, mais il faut qu'il y ait des courroies entre le ministère de la Justice et le barreau pour qu'il y ait toujours une communication et laisser tout courroie pour entre le barreau et la magistrature pour que courroie ça va toujours passer pour ne pas venir revivre des événements comme ça à tort ou à raison. Mais quand même, le dénouement est très appréciable parce que le fait, dans le dialogue, dans la concertation, vous voulez quoi qu'aucune partie pas sorti frustré, perdu ou bien gagné. Donc, la société qui gagne, puisque en fait, c'est justiciable qui a besoin de justice. Inauguration ce lundi par le ministre à la condition féminine du Bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles, en présence du président de la République Michel Martelly et de la Première Dame, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes ce 25 novembre. Cornel Ambi rassemblement pour déraciner toute qualité violence sous forme active. À travers ce thème, le ministère à la condition féminine a voulu une fois de plus conscientiser toutes les couches sociales de la population sur l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles et sur leurs conséquences. Un sujet qui interpelle en effet, et c'est ce qui motivait la présence du président de la République et de son épouse Sophia, de membres du gouvernement, du corps diplomatique et des organisations féministes à cette cérémonie officielle organisée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ce 25 novembre. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État n'a pas manqué de souligner l'importance de la femme dans une société. En revanche, il n'est plus question que celle-ci continue de subir des actes de violence, quelle qu'en soit la forme, a insisté Michel Martelly. Violence sous femme, violence sous timon, je définis ça tant qu'un acte qui a causé dommage sous mesdames, soit souffrance physique, sexuelle ou même psychologique, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Notre administration s'engage pleinement dans cette bataille et je déclare zéro tolérance à toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Par ailleurs, la ministre à la condition féminine salue les avancées dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Yannick Mézil promet d'appliquer les politiques publiques. C'est donc avec cette même volonté de promouvoir le bien-être des femmes haïtiennes que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes veille quotidiennement à l'application des différentes conventions internationales relatives à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles et à l'adoption de mesures appropriées
visant à les réduire, voire les éliminer. C'était aussi l'occasion pour la ministre à la condition féminine de procéder à l'inauguration du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles de Delma 83. Ce centre permettra de recevoir les doléances des victimes et de les assister. Le ministre des Affaires sociales a lancé ce mercredi le projet d'accompagnement des programmes sociaux aux ouvriers de la sous-traitance travaillant dans les parcs industriels de Sonapi, de Caracol et de Codévi. Le ministre Charles Jean-Jacques a annoncé qu'à partir du 15 décembre, le coût des repas passera à 20 gourdes. Les ouvriers de la sous-traitance textile pourront bientôt s'offrir un repas à 20 gourdes. Une décision gouvernementale qui vise à améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Et c'est dans cette optique que le ministre des Affaires sociales a procédé officiellement ce mercredi 27 novembre au lancement du projet d'accompagnement des ouvriers de ce secteur pour leur permettre de réduire le coût de leur nourriture. Ainsi, ils pourront donc économiser entre 30 et 55 gourdes par jour. Le ministre Charles Jean-Jacques se réjouit. 20 gourdes que la coûte ouvrier, l'État lui-même limité aux subventions de 15 gourdes. Ça permet que l'ouvrier qui mange plat qui pipiti qui environ 50 gourdes, 60 gouttes, 75 gouttes qui étaient idéal là, que je dis, il n'y a pas besoin de dépenser, même comme ça, pour manger, qui pourra le faire dans de meilleures conditions. Sonapi, Caracol et Codévi sont les parcs industriels concernés par cette mesure d'accompagnement. Cette décision entrera en application à partir du 15 décembre prochain. Si le gouvernement estime nécessaire d'accompagner les ouvriers, les marchands non plus ne seront pas seuls, explique le ministre Charles Jean-Jacques. Pour marchands, prix combiné avec fait 20 gouttes d'ouvriers, 15 gouttes de l'État, avec un accompagnement que dans le tout qui va permettre que l'argent qu'on dépense pour acheter du riz, par exemple, qui sont très importants pour vous. Il n'y a pas de directement dans l'État à travers le programme 10 ou 10 l'État, dans les RAD, pour que du riz a coûté moitié comme que le coûté aujourd'hui, soit là à 17 gouttes. Après l'annonce d'une telle décision, nombreuses ont été les réactions du côté des ouvriers. Ces femmes ravies nous livrent leurs premières impressions. Je dis merci à moun qui fait ça parce que peut-être la bombe moins quand même. Parce que là, je touche, je ne vais pas la caméra pour un goût de bien de Je suis bien content, oui. Parce que pas payer nous, gens pour payer nous pour manger $12, manger $15. Manger à 20 gouttes là? Oui. Mais si moun k'ap souffrir grand goût aussi, yo jwenni à manger. Gen là pas jwenn manger, même affaire moun allemand. Par contre, cette mesure ne fait pas le bonheur de certaines marchandes. Ce n'est pas vraiment bon pour nous parce que je pense que même de mettre $7, mon facteur de mettre $8. Parce que les femmes ont bien mangé, les gens n'ont pas mangé 50 gouttes. Qui mange le poilier? Tout bagage cher dans le pays. Dominique Saint-Éloi est coordonnateur de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens. Il salue l'effort du gouvernement en ce qui concerne la réduction du coût de la nourriture, mais estime que cette subvention n'est pas suffisante. Ça ne va pas changer les conditions, façon ouvrier à vivre aujourd'hui. Parce que ouvrier à vivre dans une situation esclave. Ouvrier sous regard de figure, puis faut là-dedans, ils sont avec monde qui pourra triner. Le salaire des ouvriers de la sous-traitance, un sujet qui interpelle le ministre des Affaires sociales. Et c'est justement dans le souci d'améliorer leurs conditions de vie que bientôt l'État se penchera sur les questions de transport et de logement qui coûtent beaucoup à ces travailleurs. Le PDG de l'hôpital français d'Haïti, Bernard Martineau, et ses partenaires ont procédé ce vendredi à la pose de la première pierre en vue de la construction de plusieurs maisons qui seront mises à la disposition des employés de l'institution victimes du séisme du 12 janvier. La construction de ces logements coûtera plus de 8 millions de dollars et sera financée par une banque française. Des employés de l'hôpital français vont retrouver un logement grâce à l'institution pour laquelle ils travaillent. Sans domicile depuis le séisme du 12 janvier 2010, ces hommes et femmes recevront des maisons spécialement construites pour eux. À terme, 150 logements seront disponibles à la Fito aux communes de Cabaret, alors que les 38 premiers ont déjà été remis l'an dernier à leurs occupants dans le cadre de la première phase. Pour la deuxième, 48 autres seront érigés sur ce site de 5 hectares et c'est ce qui explique cette cérémonie de pose de première pierre. Bernard Martineau est le PDG de l'hôpital français. Cette œuvre, qui est une œuvre humanitaire, puisque les employés ne vont payer que 10% de leurs revenus annuels et deviendront propriétaires après 10 ans. Un projet réalisé et financé conjointement avec d'autres partenaires dont le Crédit Mutuel, une banque française, pour un montant d'environ 7 millions de dollars.
Jean-Paul Fischer, grand ami d'Haïti et chef d'entreprise, a lui aussi joué un grand rôle pour faire progresser ce projet de logements sociaux. On a essayé de faire des logements qui soient des logements de qualité. Donc vous pourrez constater vous-même, ce sont des vrais logements et ce ne sont pas des logements d'urgence avec toutes les commodités, salle de bain, cuisine, enfin un ensemble qui peut être comparé aux logements qui se font en Guadeloupe, en Martinique ou en métropole. Les heureux bénéficiaires saluent cette initiative tout en se montrant reconnaissants envers leur patron qui a mis le terrain à leur disposition. C'est avec grande joie que nous accueillons parce que nous travaillons en pile, que nous venons bénéficier, nous sommes bien contents. Nous sommes contents ici parce que nous sommes bénéficiaires d'une maison qui est vraiment appropriée et puis que nous sommes une zone qui est retirée, qui n'est pas dans la capitale. Ces 48 nouvelles maisons seront inaugurées en décembre 2014 et les bénéficiaires se disent déjà prêts pour venir s'installer ici à la Fito. Depuis les hauts de la Fito, commune de Cabaret, chez la Louis, pour Télémétropole. Inauguration ce mardi de Haïti Design, un nouvel espace au cœur de Pétionville qui se consacrera à l'exposition, à la promotion, à la commercialisation des produits locaux. Pour promouvoir la création, Haïti Design organisera une série d'événements, de rencontres, d'expositions visant à améliorer les productions pour une nouvelle visibilité des réalisations haïtiennes. Notons que des personnalités telles que la styliste Maggie Durcé, le coiffeur Michel Châtaigne ou encore la sculptrice Barbara Prezo-Stevenson sont des membres d'honneur de cette structure. Suivez les explications de Sybille Denis, instigatrice du projet. Je mets cet espace à la disposition de tous les designers de manière à avoir une visibilité publique, mais permanente, de façon permanente. Parce que le problème que nous rencontrons en général, c'est que nous avons des expositions une fois ou deux fois l'an, mais après ces expositions, le client ne peut plus nous retrouver et voilà, et nous c'est pareil, on n'a plus de marché, on n'a plus de clientèle, donc c'est un petit peu difficile. Donc cette idée a germé, enfin ce projet est né de cette nécessité de nous vendre, d'avoir une visibilité publique et voilà, donc j'ai conçu ce projet-là, ce nouveau concept Expo Boutique. Alors Expo Boutique, je dois vous dire que, pourquoi Expo Boutique? Parce que nous aurons non seulement une exposition permanente, parce qu'actuellement, ici nous avons deux expositions. Il y a une collection que j'appelle la collection Tap Tap, qui a des couleurs très vives, comme celles qui sont ici, qui rappellent nos Tap Tap haïtiens, et une autre collection qui a des couleurs beaucoup plus sobres, des couleurs nature, des couleurs du bois, voilà, donc des couleurs plus naturelles et qui s'appelle Ethnic Chic. Voilà. Donc c'est une exposition permanente avec Ça différents sera une exposition designers. Permanente avec différents designers. Actuellement, nous en avons plus d'une vingtaine ici réunis. Donc c'est quand même formidable et c'est une belle réunion pour moi. Enfin, c'est une belle victoire parce que c'est pas facile de réunir tout le monde en même temps. Et finalement, je crois qu'on va aller vers l'avant parce que avec ce projet associatif, j'ai beaucoup d'autres projets. Parce que c'est une évolution vers d'autres projets. Voilà, exactement. Parce que vous savez que nous, en tant que créateurs, on utilise beaucoup de savoir-faire de l'artisanat. Donc c'est tout un secteur qui est concerné. Pas seulement les designers, mais aussi le secteur artisanal. Le fait de nous promouvoir, nous, ça va avoir des répercussions économiques assez intéressantes sur le secteur artisanal. C'est ça.